vous commandiez tous pour qu'on soit débarrassé de cette phase et qu'on puisse ensuite... Non, démarrer de façon traditionnelle. d'accord. Donc on va démarrer, c'est tout simple, on va fermer les retardataires. Alors je vais m'installer, je vais les embouteillages partout. On va y avoir c'est totalement bouché. Paris est toujours totalement bouché. C'est une politique. Normal, c'est le soir, c'est toujours pareil. Nous était élu pour les bouchons. Et ça marche bien. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Charles Gave, qui est l'auteur d'un récent livre passionnant sur la crise libérale mais non coupable. Charles Gave a travaillé, a publié déjà c'est le quatrième livre, 3 livres. Le premier que tout le monde connaît était un libéral nommé Jésus. Il y a eu des lions menés par des ânes, un bouquin absolument passionnant. Il y a eu un livre sur l'élite, le Tadong et le pouvoir. C'est ça, c'était l'intelligence par le pouvoir, c'était un machin qui s'appelait, c'est une révolte, mais aussi c'est une révolution. J'expliquais que on était en train de changer de système. Pratiquement tous vos livres sont préfacés par Alain Madelin. Donc, il y en avait un qui avait été préfacé par Milton Friedman, c'était mieux. Qui était non pas votre professeur. Donc je crois qu'il serait d'accord. Charles Gave a passé son PhD à l'école de Chicago et donc a soumis sa thèse à Milton Friedman, qu'il a donc fréquenté et qui est une référence, si j'ai bien compris. Donc ce soir, au nom du Parti libéral-démocrate, de Liberté et République et du Café Liberté, nous sommes très heureux de pouvoir lancer ce sujet sur la crise. Je crois que Charles Gave va nous parler de cette crise sous un angle pas forcément assez novateur chez les libéraux, sur l'aspect bancaire et banque centrale, différent de ce que fait Simoneau, Philippe Nataf ou d'autres. Donc le débat sera ouvert après. Et puis je crois que sur la conclusion, vous parlerez d'une bulle qui est en train de se constituer. Une bulle qu'on aborde, nous, au Parti libéral-démocrate, par un petit widget qu'on vous recommande tous, qui est un compteur de la dette publique en France et qui tourne à une vitesse absolument ahurissante. En tout cas, Charles Gave, bienvenue, merci d'être venu et la parole est à vous pour présenter ce livre qui est extrêmement didactique, je précise pour ceux qui n'ont pas encore lu. Merci beaucoup, d'abord je suis très content d'être là. Et ce qui est agréable, c'est que je suis un vieux libéral en France, je suis un ami d'Alain Madelin et tout. Dans les cercles libéraux que je fréquente, à la limite, je suis un membre junior du groupe. Pour moi, là, je vois des gens qui sont un peu plus jeunes que moi, ce qui me rassure énormément. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu. Alors, d'abord, la première question à laquelle il faut répondre, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Parce que c'est quand même une question importante. La première des choses, c'est que certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'en 87, il y avait eu un krach boursier. La bourse avait perdu 30% d'une journée, ce qui n'est pas rien. Et le lendemain ou sur le lendemain du krach boursier, il y avait eu un grand article de Chevènement dans Le Monde qui expliquait que ce krach boursier était le signe que le capitalisme arrivait à sa fin et qu'il fallait se rapprocher toutes affaires cessantes de l'Union soviétique et de la République d'Allemagne de l'Est, parce qu'ils ne connaissaient pas ce genre de crise. Donc il faut que vous sachiez, moi j'ai commencé ma carrière en 71, à partir de 73 on a eu la crise pétrolière, d'autres crises et tout, ça va bientôt faire 40 ans que je travaille. Et la France a toujours été en crise. C'est le seul pays au monde qui a été en crise sans arrêt. Le mot crise n'est jamais sorti du langage des journalistes ou des... Et à l'occasion de la dernière crise, là, le niveau de stupidité dans les commentaires a atteint des sommets. Je l'ai écrit un livre en français que quand je suis vraiment agacé, je dis c'est pas possible de laisser dire des choses comme ça. Donc, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que je voulais qu'au moins il y ait un livre, le mien, il y en aura d'autres, j'imagine, qui remette les pendules à l'heure et qui explique les réalités, et non pas le mythe français. Et non pas le mythe français que c'est toujours de la faute du capitalisme, etc. Bon, donc j'ai fait ça parce que j'étais de mauvaise humeur. Une excellente raison pour écrire. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai essayé de faire dans ce livre? D'abord, il faut comprendre que cette crise est une crise de nature financière. Le capitalisme connaît des crises qui peuvent être aussi des crises de surproduction, comme ça s'est passé par exemple au moment de la bulle Internet. Ce sont des crises d'une nature différente. Là, il s'agit d'une crise financière, c'est-à-dire une crise de la monnaie. Parce que
la matière première de la finance, c'est la monnaie. Donc, j'ai été troublé par cette crise quelque part, parce que je me suis dit, où s'est-on trompé dans la monnaie? On a loupé un virage dans ce qui concerne la monnaie. Et je suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que dans le fond, le rôle d'un économiste, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les choses ont de la valeur et pourquoi cette valeur varie au travers du temps. C'est pas d'essayer de comprendre, d'analyser le PNB ou de faire des prévisions sur la balance commerciale ou n'importe quoi, c'est pourquoi les choses ont-elles de la valeur. C'est vraiment ça la question centrale, c'est ça qui traversait les jésuites espagnols au XVIe ou Aristote. Ça n'a pas changé depuis le début, depuis le moment où les gens commençaient à réfléchir sur les problèmes économiques. Et Thatcher et Reagan, au début des années 80, et là il y a eu un énorme mouvement qui était d'origine en Angleterre, on dit qu'il faut déréglementer, privatiser la création de valeur. Donc, on a privatisé les voitures, les avions, et tout ça a été une très bonne chose. Et puis, au milieu des années 90, ou quelque chose comme ça, un peu avant même, il y a un certain nombre de gens qui ont dit, tiens, déréglementer la création de valeur, c'était une bonne idée, donc on va aussi déréglementer la création de monnaie. Parce que dans le système capitaliste, vous mesurez la valeur créée avec la monnaie. Donc on s'est dit, si ça a marché pour la valeur, ça va marcher pour la monnaie. Et là, je crois qu'il y a eu un passage intellectuel qui a eu lieu, sur lequel nous n'avons pas assez réfléchi. Les libéraux en tête. Parce que, c'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre, la monnaie, c'est un bien de nature étatique, au même titre que la police, la justice, l'administration, l'armée. C'est un bien, la responsabilité de l'État, d'un État de droit, c'est de maintenir un outil monétaire qui permet une juste mesure de la valeur. Il ne faut pas que l'État fasse n'importe quoi avec la monnaie, mais il ne faut pas non plus que le secteur privé s'en empare, parce que ce n'est pas en créant plus de monnaie ou plus de crédit que vous créerez plus de valeur. Au contraire, comme l'exemple a prouvé. Après tout, le coût marginal pour une banque d'un nouveau crédit est quasiment zéro. Donc ça ne sert à rien de déréglementer, puisque vous allez vous retrouver avec un système où ça ne coûte rien à la banque jusqu'à ce moment où ça coûte 100%, la banque saute et tout le monde doit venir au secours de la banque. Donc on est passé presque insensiblement, intellectuellement, donc il faut déréglementer la valeur, il faut déréglementer la monnaie, et ça nous a amené dans cette énorme crise que nous avons eue. Parce que dans le cadre de cette déréglementation de la monnaie, on a permis par exemple ce que j'appelle la fusion des bureaux de poste et des casinos. Vous savez, vous avez deux sortes de banques. Vous avez la banque qu'on appelle 963, vous arrivez au bureau à 9h, vous prêtez à 6% et vous êtes au golf à 3h. Et ça, c'est une banque que tout le monde comprend, c'est facile, ça marche, etc. C'est une espèce de service public. Et puis vous avez la banque d'affaires, quand j'étais jeune, il y avait une grande banque d'affaires française, qui travaillait sur les fonds propres des associés, qui prenait des risques insensés. Les associés étaient responsables sur l'ensemble de leur fortune, pas simplement sur les capitales qu'ils avaient mis par la banque. Et c'était ces banques qui étaient le cœur du capitalisme. Et donc, comme ils prenaient des risques immenses, la rentabilité était très forte. Et quand vous permettez la fusion, quand vous permettez aux banques de dépôt de des banques d'affaires, ce que fait une grande banque américaine lambda, une grande banque française, c'est qu'elle dit simplement, vous savez quoi ? Elle va voir un client potentiel pour une OPA. Vous devriez faire une OPA sur votre concurrent, là. Et à la place de financer l'OPA sur mes fonds propres, en prenant des risques, on va financer l'OPA avec les dépôts des clients. Et donc, vous mettez en risque les dépôts des clients sans que les clients aient été prévenus. Et Franklin Roosevelt, dans sa grande sagesse,
avait décidé qu'on ne pouvait pas avoir une fusion des banques d'affaires, que c'était deux métiers différents, qui devaient être faits séparément et qu'elles ne pouvaient pas. La deuxième chose, qu'elles ne pouvaient pas être jointes. La deuxième chose qu'avait fait Franklin Roosevelt, c'est qu'il avait dit, j'y reviendrai, en aucun cas, les investisseurs à long terme comme les compagnies d'assurance ne doivent faire du mark-to-market, c'est-à-dire ne doivent prendre en compte la valeur actuelle de l'action ou de l'obligation qu'elles détiennent, elles doivent lisser ça sur 4 ou 5 ans. Ça aussi, ça a été changé, j'y reviendrai. Donc, première erreur massive, une erreur conceptuelle sur ce qu'est la monnaie. Et quand je dis ça, je me fais engueuler par tous mes copains de libéraux. Tout le monde me rentre dedans en me disant comment un gars comme toi, qui est libéral depuis toujours, peut-il dire une chose comme ça? Il faudrait que la monnaie soit privatisée, etc. J'essaie d'expliquer pourquoi c'est une ânerie, mais la réponse est assez simple. C'est que si vous passez un contrat avec quelqu'un, et que ce contrat est un contrat de nature monétaire, vous vous retrouvez donc avec peut-être un différend avec lui, qui doit être arbitré par des tribunaux. Et l'État, dans un État de droit, a le monopole de la violence. Donc vous ne pouvez pas avoir de monnaie privée, puisqu'en cas de différend, le seul qui peut intervenir pour régler le différend, c'est celui qui a le monopole de la violence et envoyer un des deux gars en prison, le cas échéant. Les deux d'ailleurs. Donc, j'essaie d'expliquer tout ça dans le livre, c'est que la monnaie est un bien de nature publique. Ça, c'est la première grande idée dans le livre. La deuxième. Dans les liquidités bancaires, il y a des liquidités non bancaires. Non bancaires. Mais vous donneriez un Coca Light, ça me ferait plaisir. Vous avez dit une bière, mais un Coca. Vous avez commandé une bière. Ah ben une bière, elle est très Trahi. il me connaît bien. Bon, ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est que tout le monde m'explique que tout ça, c'est la faute du marché, du capitalisme débridé, de n'importe quoi. Or, si vous regardez les gens qui ont sauté dans cette crise, pour lesquels il a fallu intervenir, qui ne sautent pas, il n'y en a pas un seul qui n'ait pas été régulé par le système politique, public. Il n'y a pas un hedge fund qui a créé le moindre problème, il n'y a pas un paradis fiscal qui a créé le moindre problème. Tous les problèmes ont été créés par des banques et des compagnies d'assurance qui étaient surchargées de réglementation et de régulateurs. Donc, il faut quand même un certain culot pour dire aux gens c'est le faute du capitalisme débridé, alors que la principale responsabilité, c'est l'État qui a complètement failli à son rôle de régulation de la monnaie et de la régulation du système bancaire. Donc l'évidence presque factuelle montre qu'il n'y a pas de règle de les gars qui jouaient avec leurs propres fric, style les hedge funds, ils n'ont créé aucun problème. Ceux qui ont créé des problèmes, c'est ceux dans lesquels on avait mis, pour parler comme quelqu'un de l'Église catholique, dans une structure de péché, c'est-à-dire si ça marche, c'est pour moi, et si ça ne marche pas, c'est pour le gouvernement. Or, on a bâti à l'intérieur du système financier toute une série de structures de péché où les gens étaient incités à prendre des risques insensés, parce que si ça marchait, c'était pour eux, si ça ne marchait pas, c'était pour les autres. Et ça, c'est inadmissible, puisque dans un système capitaliste qui se veut moral, la rentabilité est toujours une fonction directe du risque que vous avez pris. Or, on a bâti un système incroyable où les gens avaient des rentabilités gigantesques et où ils ne prenaient aucun risque personnel. Et ça, c'est acceptable ni politiquement, ni moralement, ni économiquement. Ce que je veux dire, c'est que dans les trois cas de figure, c'est une erreur gigantesque. Et on l'a fait. Donc il faut se poser des questions, je crois, importantes, sur les relations tout à fait anormales qu'il y a entre le pouvoir politique et le pouvoir financier. Il y a eu une interpénétration de ces deux milieux qui a été très mauvaise, et pour l'économie, et pour la finance, et pour la moralité publique. Ça me paraît tout à fait... Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut signaler au passage. Pourquoi nous avons eu ça?
Mais je crois, pour une raison assez simple, quand les gens me disent en plaisantant, si on fallait prendre une mesure pour régler tous ces problèmes bancaires qu'on n'en ait plus, qu'est-ce que vous recommanderiez comme mesure? Il n'y en a qu'une à prendre, c'est qu'il faut interdire aux banques de prêter à l'immobilier. Parce que ça fait la quasi-totalité des crises du capitalisme. Souvenez-vous de celle de France de 92, hein, avec le Crédit Lyonnais, comment ça s'appelle? Le CDR. Le CDR et tout ça. C'est toujours l'immobilier et l'outil par lequel le système financier corrompt le système politique. C'est toujours par l'immobilier que ça passe, parce que le système politique donne des permis de construire, pour commencer, achète les voies en subventionnant l'immobilier, c'est aussi un scandale, et à la limite, les impôts deviennent très dépendants de l'immobilier, comme on l'a vu en Espagne ou en Irlande, ce qui donne l'illusion que l'État est en excédent budgétaire et qu'il est bien géré. Donc, il faudrait une fois pour toutes sortir l'immobilier de la sphère financière avec effet de levier. Il faudrait trouver une façon de financer l'immobilier par des procédures où on émettrait des... D'ailleurs, c'était un peu l'idée de Freddie et de Fannie aux États-Unis, les grandes sociétés d'investissement, c'est qu'elles émettaient des obligations et elles prêtaient de l'argent de l'autre côté. Elles étaient sous-capitalisées et ensuite elles auraient été l'objet. Donc, quelque part, nous nous trouvons dans un monde où nous avons eu un gros problème moral, d'éthique, qui a été cette copénétration du système financier, du système politique, qui, moi, me gêne beaucoup. J'ai passé ma vie à prendre des risques. Grâce à Dieu, j'ai gagné de l'argent. Jamais je pourrais accepter de gagner de l'argent après intervention du pouvoir politique. Pour moi, c'était un truc complètement inacceptable. Et pour un libéral, ça ne peut pas être acceptable. C'est impossible. De la même façon, il m'est arrivé de donner des conseils à des politiques, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre qu'en France, et je l'ai toujours fait avec une condition, c'est que jamais je n'étais payé. Parce que j'aurais été payé par les impôts et je serais devenu dépendant du pouvoir politique. C'est inacceptable. Je veux bien donner des conseils, mais c'est les seuls à qui je le file gratuitement. Si vous voulez prendre des conseils, ça va me coûter très cher. L'État, je lui donne gratuitement, parce que je suis un grand citoyen. Donc, si vous voulez, vous avez un vrai problème là qui est... Donc ça, c'est toute la deuxième partie du livre, toutes les saloperies qui ont été faites. Et derrière ça, il y a une erreur conceptuelle gigantesque qui a été faite et qui est tout à fait curieuse. Et que Hayek a très bien décrit sous le nom de la présomption fatale. Tout le monde sait que pour réduire le risque quand vous investissez, il faut diversifier vos placements. C'est ce qu'on apprend en finance en première année. Il faut réduire le risque, il faut accroître la diversification. Très bien. Mais ça s'applique, ce principe de diversification devrait s'appliquer aussi à la réglementation. Or, au milieu des années 90, vous avez toute une série de gars qui ont dit, vous savez quoi, on est plus malin que tous nos ancêtres, on va faire une réglementation mondiale pour les compagnies d'assurance et les banques qui s'appliquera à tout le monde à la fois. Autrefois, quand j'étais jeune, il y avait une direction des assurances au ministère des Finances français qui contrôlait les compagnies d'assurance, et si quelque chose n'allait pas, eh bien, ils prenaient les mesures qui s'imposaient. S'ils prenaient une réglementation idiote contre les compagnies d'assurance, les compagnies d'assurance françaises commençaient à souffrir, et puis on l'enlevait assez vite. Mais ça n'avait aucun impact sur les assurances anglaises, les assurances américaines, etc. Là, ces génies ont décidé qu'il fallait faire des assurances qui s'appliqueraient de façon uniforme partout dans le monde. Pour les assurances, ça s'appliquait IFRS 4, pour les banques, ça s'appelait BAL 2. Et comme ça, on était certain que si la réglementation était idiote, ça allait créer un problème mondial. On a concentré le risque réglementaire de façon absolument gigantesque. Et la réglementation a été idiote en introduisant par exemple cette règle de market, c'est-à-dire qu'une compagnie d'assurance qui achète les obligations des actions, si celle-ci se met à baisser, doit prendre en compte dans son bilan le dernier cours qui a été fait dans
dans le marché et réduire son capital de la différence entre le dernier cours et le prix où elle l'a acheté. Comme les banques font en général 12 fois leur capital, si donc vous prenez une perte qui est peut-être purement comptable, qui ne sera pas sur le long terme, la banque est amenée à réduire ses prêts par un multiplicateur d'au moins 12 fois de ses pertes. Ce qui fait qu'on est rentré dans un monde où si les actifs baissaient, ça forçait les banques à les vendre, ou les compagnies d'assurance, et si les actifs montaient, ça forçait les banques et les compagnies d'assurance à accroître les prêts et à augmenter leur risque. On ne peut pas imaginer un système plus stupide, plus procyclique, et ce système a été inventé par des séries de commissions que personne n'a jamais très bien, qui sont responsables devant personne et élus par personne. Donc vous avez une espèce de prise de pouvoir par des gens complètement irresponsables, au terme juridique et politique du terme, et qui nous ont collés dans un merdier absolument monstrueux. Et j'en avais parlé au responsable de l'assurance au ministère des Finances en France, un enfant de régime, et il m'avait dit « Je ne peux rien faire ». Il y a 10 ans, si les compagnies d'assurance avaient été dans cette situation, j'aurais dit aux compagnies d'assurance, vous savez quoi, on ne va pas regarder vos bilans pendant 2 ans, on ne va pas vous respecter, vous me prévenez, vous me tenez au courant du ménage que vous êtes en train de faire, mais on ne va pas vous forcer à faire des trucs idiots. C'était plus possible. J'avais écrit quelque shit d'ailleurs, un article dans le Journal des Finances en janvier 2008, donc je disais, ces réglementations vont nous amener à un désastre. Alain Madelin l'a fait passer un certain nombre de grands patrons européens, les Français, du style Perrault, Castres, etc. Et ils étaient tous revenus vers lui dans les 24 heures, c'était tout à fait étonnant, en disant, ce gars-là a absolument raison, et on ne peut rien faire. On ne peut strictement rien faire. J'ai vu qu'Henri Castres, la semaine dernière, a dit qu'il faudrait quand même reprendre un peu tout ça et rendre ces gars-là responsables devant quelqu'un. Tous ces gars qui ont pris ces... Donc vous avez eu une erreur conceptuelle gigantesque. On a voulu créer une gouvernance mondiale. J'appelle ça les hommes de Davos. Une espèce de classe politique qui s'imagine que pour régler les problèmes, il faut créer un gouvernement mondial avec les Nations Unies, etc. En réalité, les problèmes sont beaucoup trop compliqués pour être réglés au niveau mondial. Il faut commencer par les régler au niveau local, c'est le principe de subsidiarité de l'Église catholique. Mais ça ne fait rien, à chaque fois, on vous colle un gros machin au-dessus, un gros bidule, et qui vous amène toujours à des désastres. Donc, une faillite totale de l'État dans son rôle réglementaire, et la cause probablement intellectuelle derrière cette faillite, c'est que vous avez eu toute une série de prix Nobel d'économie, qui dans les 25 ou 30 dernières années, en commençant avec Fama, etc., ont été donnés à des gars qui ont fait des travaux sur la façon de réduire le risque en utilisant des modèles mathématiques, de covariance, de variance, donc, ces gars-là ont réussi à convaincre un certain nombre de banques centrales que si on bâtissait un portefeuille de risque avec des critères mathématiques très sophistiqués, les banques pouvaient supporter un niveau de levier beaucoup plus fort que par le passé, puisque dans le fond, c'était montré par le... Et ce qui s'est passé, c'est que, ce que je savais moi, ce que n'importe quel pratiquant des marchés savait, c'est qu'en cas de crise de liquidité, comme on en a eu une très belle, le taux de corrélation entre tous les actifs devient 1, et les calculs mathématiques se pètent la gueule. On appelle ça, vous savez, des fat tails, les machins qui sont... Et ça n'a pas raté. Donc, quelque part, les banques centrales, Greenspan, l'Angleterre, etc., ont accepté ça parce qu'ils avaient été convaincus par le travail fait par tous ces économistes, qui étaient tous plus remarquables les uns les autres, et plein de prix Nobel. Et cette crise, c'est aussi l'écroulement de ces concepts intellectuels qui avaient été mis au point depuis 25 ou 30 ans, dont on vient de se rendre compte qu'il ne fallait pas le papier sur lequel la thèse était écrite. C'était... Comme disait Karl Popper, si vous cherchez à réduire le risque pour chaque individu et que vous y arrivez, le risque augmente au niveau collectif. Et on en a vu une très très belle expression dans cette crise. Alors ça, c'est la deuxième partie du livre. Et la troisième partie du livre, j'essaye de m'échapper un peu de tout ça, et je dis la chose suivante. Dans le fond, quand je me balade
pour voir mes clients, les autres. Et quand je suis opposé à d'autres économistes un peu partout, je suis toujours stupéfait du pessimisme des économistes. Si vous êtes un économiste et que vous n'êtes pas pessimiste, ça prouve que vous êtes probablement idiot. Et je me suis posé la question, comme eux ne sont pas idiots, pourquoi ce phénomène? Pourquoi cette espèce de biais pessimiste de ces gars-là? Et je crois que j'ai fini par comprendre, c'est que la quasi-totalité de ces économistes ont été formés à des méthodes quantitatives. Très bien. Mais des méthodes quantitatives, ça suppose des chiffres. Vous travaillez avec des chiffres. Et comme vous le savez, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, nous sommes dans une période absolument extraordinaire, très intense, de création destructrice. C'est-à-dire vous avez une destruction gigantesque qui se passe, et une création gigantesque qui se passe de l'autre côté. La destruction est très facile à mesurer. Les chiffres sont dans les banques de données de tous les secteurs qui sont en train de crever. Par définition, la création n'y est pas. Il n'y a pas d'appareil statistique pour mesurer un truc qui vient à peine d'émerger. Il n'a pas eu le temps de se créer. Donc les économistes passent leur temps à regarder des chiffres sur des secteurs qui sont en train de se péter la gueule. Et ils ne voient pas toute la création qui est en train de se produire de l'autre côté. Donc encore une fois, le rôle d'un économiste, c'est pas de réfléchir sur les chiffres, c'est de réfléchir sur la création de valeur. Ce qui est complètement différent. Donc j'essaye simplement de dire, il y a eu, et ça m'amène à la troisième partie du livre, c'est dire, c'est pas parce qu'on a une crise financière qu'il faut arrêter de penser. Cette crise financière, elle se terminera, elle est peut-être en train de se terminer, on en parlera, mais ce n'est pas la chose essentielle. La chose essentielle, c'est qu'il y a une série de bouleversements gigantesques qui sont en train de se produire, ce que j'appelle la création, et que c'est sur cela qu'il faut réfléchir. Le premier, c'est que le centre de gravité du monde est en train de passer de l'Atlantique au Pacifique. Bon, ça a des conséquences gigantesques, il faut y réfléchir. Le deuxième, c'est qu'on est sans doute en train de passer d'un monde où l'énergie de base, c'était plutôt le pétrole, à un monde où l'énergie de base, ça sera plutôt l'électricité. Donc, notre matière première qui fait tout tourner l'énergie, on est en train de changer la nature de l'énergie qu'on va utiliser. C'est tout à fait étonnant aussi, il faut réfléchir. Le troisième, c'est que si vous réfléchissez un petit peu à 3, 4, 5 ans, ce qu'on va essayer de faire aussi, il est tout à fait évident qu'à l'horizon 2013-2014, il va y avoir une crise fiscale très importante en Angleterre, aux États-Unis, en France, et il faut commencer à réfléchir sur la façon dont vous allez essayer de vous protéger contre cette crise fiscale. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que ça ne sert à rien de couler avec le bateau si c'est le capitaine qui a fait un trou dans la coque. C'est pas bien utile. Donc il faut réfléchir. Et la thèse que je défends dans ce livre, c'est que loin d'être le grand retour de l'État, la crise actuelle, elle est en fait la phase ultime de la social-démocratie. Le capitalisme s'est payé le communisme, et il va se payer la social-démocratie. Donc, c'est tout à fait évident. Et la seule question, c'est quand est-ce que ça va se passer, quoi. Donc, il faut réfléchir, parce que ça a des implications qui sont loin d'être négligeables. Ensuite, autre grand changement, c'est que la nature d'organisation des sociétés est en train de changer. J'appelle ça les sociétés plateformes. Les sociétés ne sont plus gérées de la même façon. On est en train de passer d'une économie industrielle à une économie de la connaissance. La valeur ajoutée n'est pas créée par le nombre d'ouvriers que vous avez, mais par l'invention que vous faites et la capacité que vous avez à la produire vite ailleurs par des processus logiques et logistiques très forts. Donc vous avez tous ces énormes mouvements qui sont en cours. Et il faudrait quand même commencer à y réfléchir sérieusement à ce que ça veut dire pour l'organisation de la société, de systèmes sociaux, etc. Et ça, c'est la partie du livre. Donc je termine le livre en disant, écoutez, j'ai rarement été aussi optimiste de ma vie. Parce que c'est quand même une période marrante. Il se passe des trucs incroyables. En chinois, je viens à Hong Kong, l'idéogramme crise ou l'idéogramme opportunité, c'est la même chose. Donc, il faudrait une fois pour toutes qu'on cesse de parler de crise et qu'on se mette à parler d'opportunité. Je pense que ça changerait la façon dont les gens regardent ce qui est en train de se passer. Si à la place de dire on est dans une crise épouvantable, on disait aux gens, vous savez quoi, il y a des opportunités incroyables, il me semble que les gens se sentiraient mieux, quoi. Enfin, c'est mon avis, je le partage, quoi. Et voilà, donc si vous voulez, c'est ça que j'ai essayé de faire, et puis maintenant je suis très content de prendre des questions. Voilà.
juste pour introduire un peu les questions, moi ça m'a fait très 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 plaisir. Vous disiez tout à l'heure, j'espère qu'il y aura d'autres livres un peu qui seraient un peu autour de vous. Alors je ne sais pas si c'est le plaisir ou la tristesse de vous annoncer, moi je suis allé à la FNAC l'acheter. Vous êtes très seul, il n'y avait rien du tout. En revanche, il y a une cognée de bouquins qui nous expliquent que c'est la fin du monde, ou qui décortiquent avec beaucoup de science les normes d'écriture comptable, enfin qui rendent tout ça très touffu. Et c'est ce que vous disiez, je fais le pari de rendre ça très simple. Et alors vraiment, tout le monde doit acheter ce livre. Déjà, ça permet de passer 3 heures avec vous pour 15 €. Je crois que vos honoraires sont supérieurs, donc c'est une vraie économie. Et j'écris pas des livres pour gagner de l'argent, je tiens à le dire tout de suite. Et ce qui est formidable, c'est que le gros problème pendant cette crise, c'est que tout le monde se pinaille sur le comment, c'est-à-dire comment les subprimes, comment les titulations, comment tout ça. Ça crée beaucoup de confusion, et de cette confusion émerge une doxa qui est dire c'est très compliqué, la seule chose qui est sûre, c'est que c'est la faute du libéralisme. Je lisais hier Jean-François Copé, qui disait, on lui demandait s'il était libéral, il disait libéral, ah non, ça fait longtemps que j'ai changé de logiciel. Alors je me suis dit, mince, il avait en trouvé un gratuit, ou je sais pas, je ne savais pas qu'il l'avait jamais été. En tout cas, je le connais depuis longtemps, son libéralisme m'avait échappé. En tout il a cas, une demi-heure, on se verra un jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au sortir de ce livre, je trouve qu'on se sent vraiment responsable, même peut-être enthousiaste, mais en tout cas responsable de tout ce qu'on peut faire, parce qu'autant c'est peut-être en chinois c'est peut-être le même idéogramme, mais on se dit qu'il y a quand même des énormes erreurs à faire aussi devant cette crise ou cette opportunité, des erreurs gigantesques, que effectivement une bulle de dette privée quand elle éclate, ça fait un peu tanguer le navire, et puis il y a des gens qui s'appauvrissent, etc. Mais une bulle de dette publique générale, continentale, etc., c'est le genre d'opportunité qu'on se souhaite moins quand même, donc quand elle éclate. Donc vraiment, ce livre il donne beaucoup de clés pour... Vous pouvez aller en Hong sans y aller, si vous mettez votre fric à Hong Kong, vous n'êtes pas obligé d'y aller tout le temps. C'est la beauté du monde dans lequel on vit. Donc voilà, il y a beaucoup de réponses, beaucoup de choses qui donnent envie de prendre notre responsabilité en main, de venir peut-être échanger avec Aurélien au PLD, avec nous à Liberté et République, parce que on sent qu'on a une responsabilité à porter autre chose que cette espèce de bougie-blouga de « ah, c'est la faute à ». Effectivement, saisir des opportunités, et donc voilà, vous donnez beaucoup de réponses, et il y a sûrement beaucoup de questions. Herbert. Je sais pas, je peux peut-être parler suffisamment fort pour que... L'officier de cavalerie. Est-ce que... Herbert Axelrad. Est-ce que vous pourriez traduire... Secrétaire général de Réforme et Modernité. Voilà, Herbert Axelrad, secrétaire général de Réforme et Modernité. Non, juste, je connaissais vos dons d'explication claire et toujours très convaincante, mais si vous aviez à traduire les 3 parties de votre livre en 3 propositions politiques, quelles seraient-elles? On va me poser une question délicate, si vous voulez, parce que moi, quand je conseille des politiques, je leur dis jamais ce qu'ils doivent faire. Par contre, je suis toujours prêt à leur dire si ça va marcher ou si ça va pas marcher. C'est à eux d'avoir de l'imagination. C'est pas à moi. Je considère que le rôle d'un économiste, c'est d'expliquer comment les choses fonctionnent et pas d'essayer de les améliorer. Parce qu'à ce moment-là, il rentre dans le normatif et il perd son indépendance et sa capacité à juger, puisqu'il a pris parti. Donc j'hésite beaucoup à rentrer dans le côté normatif, ce qu'il faut faire, parce que ça me met mal à l'aise. C'est pas mon truc. Maintenant, en ce qui concerne la monnaie, encore une fois, si vous voulez, je dirais qu'il faut des réglementations simples, même bêtes. Le style, pas une banque ne peut prêter plus de 12 fois ses fonds propres, et ne pas les changer. Ce qui tue, c'est toujours dans le changement que les avocats, les gros malins rentrent, trouvent des astuces et se font avoir. Et nous font avoir. Donc, première chose, si vous voulez, c'est que la réglementation doit être simple et ne pas changer.
interdiction de changer les réglementations. Ça me paraît déjà pour que les gens s'adaptent. Donc on s'en fout de la réglementation, mais l'essentiel c'est qu'elle ne change pas pour qu'on n'ait pas à changer nous en plein milieu du gué. On a fait toute une série d'investissements sur cette réglementation, on vous la change et vous êtes obligé de changer, c'est assommant. Ça c'est vraiment le premier point. En ce qui concerne les... Bon, ça c'est pour la monnaie. En ce qui concerne les recommandations à faire, on arrive assez vite au problème de la dette. Je suis embêté parce que partout où je vais voir mes clients, j'en ai vu beaucoup depuis un mois, ils me disent tous le problème de la dette est tel que la seule solution c'est l'inflation. C'est le consensus général. On se sortira de la dette par l'inflation. Alors il se trouve que j'ai écrit un papier en 1981, ça veut dire que c'est pas récent, quand les Américains ont inventé les taux d'intérêt futurs, les T-bonds futures, c'est-à-dire les marchés à terme sur le crédit, où j'expliquais aux gens qu'à partir du moment où les obligataires, les détenteurs d'obligations pouvaient se protéger contre une hausse de l'inflation à venir, l'inflation ne pouvait plus exister. On allait rentrer dans une période de désinflation ou de déflation. Et ça s'est passé exactement comme ça. Si vous avez un gérant de portefeuille obligataire important, il est gros ça, en Californie, qui est le plus important au monde, si vous percevez que l'État cherche à créer de l'inflation, vous allez vendre le futur sur les taux d'intérêt aujourd'hui. Les taux nominaux vont monter aujourd'hui là où ils auraient dû être dans 3 ans si l'inflation était venue. Ce qui veut dire que les taux réels, déduction faite de l'inflation d'aujourd'hui, vont monter brutalement à cause de cette hausse, et que les taux réels montant brutalement, ça entraîne toujours une récession très forte. Donc l'inflation n'est pas une solution. Ce qui nous laisse simplement 2 possibilités. La première, c'est que l'État se réforme, comme il l'a fait en Suède, comme il l'a fait au Canada, comme il l'a fait en Australie, etc., où dans ces pays-là, l'empreinte de l'État sur l'économie a baissé en 15 ans de 30%. Et si l'État ne se réforme pas, l'alternative, c'est la faillite. Donc, Ou la fiscalité. mais la fiscalité, la plupart des pays dont nous parlons, la France, l'Allemagne, etc., sont de l'autre côté de la courbe de l'affaire. Et si vous augmentez les impôts, les recettes fiscales vont baisser. Et en plus, dans une économie de la connaissance, des gens comme moi se domicilient à l'endroit où le mix imposition-rentabilité est optimum, et service public. Donc, si vous taxez les gars qui créent de la richesse, autrefois, ils étaient obligés de rester parce qu'ils avaient 40 000 ouvriers, 30 immeubles de bureaux, aujourd'hui, ils passent dans le pays d'à côté. Donc, ce qui va se passer, on le voit très bien, c'est que des pays bien gérés comme le Canada, la Suède, etc., vont commencer à baisser leurs impôts pour tuer les autres. Ils vont faire de la concurrence fiscale. Le Canada a déjà annoncé qu'à partir de 2012, le taux d'impôt sur les sociétés serait 18%. Ce qui veut dire que le gars qui est, par exemple, à Vancouver, on paiera 18%, et à Seattle, à 100 km de là, on paiera 35% si vous êtes Microsoft. Donc Microsoft va se dire, mais qu'est-ce que je fous à Seattle? Je vais aller le mettre à Vancouver. Donc s'imaginer que l'impôt, les 2 seuls impôts qui ne peuvent pas se délocaliser, c'est l'impôt sur la consommation et l'impôt sur l'immobilier. Donc vous pouvez être sûr d'un truc, c'est que l'impôt sur la consommation et l'impôt sur l'immobilier, ils n'ont pas fini de monter dans tous les pays mal gérés. Ça, vous pouvez en être certain. Donc, pour répondre à votre question, il faut réformer l'État. Voilà. Monsieur Gall, donc, Alain Gardet, donc j'ai passé quelques longues années dans l'industrie. J'ai remarqué que vous n'aviez pas vraiment insisté sur les aspects nocifs qui ont pu résulter. Alors vous avez exonéré les hedge funds, c'est beaucoup de responsabilité, enfin pas mal. C'est eux qui, en imposant des rendements de 14 ou 15% sur les investissements industriels, ont quand même conduit certains chefs d'entreprise à prendre un certain nombre de positions qui par ailleurs se sont révélées extrêmement casse-gueule quand effectivement on a soumis les bilans aux normes IFRS.
sans doute de détail, mais qui a son importance. Je ne suis pas certain que les hedge funds soient responsables. Les fonds de pension ont fait ça. Mais les hedge funds, ils n'en ont rien à cirer parce qu'ils peuvent être longs et short. Donc si vous voulez, oui. Les hedge funds, ils sont pas vraiment. Les hedge funds ne sont pas responsables puisqu'ils peuvent être longs et short à la fois. Donc si vous gérez une entreprise qui a 15% de rendement sur fonds propres et l'autre, il y en a une autre qui est à 3%, rien n'interdit les hedge funds de se mettre, d'acheter celle qui est à 15 et de vendre en découvert celle qui est à 3. Donc les hedge funds ne sont pas responsables, ils n'ont fait aucune demande spécifique sur la rentabilité du capital investi. Simplement, ils arbitrent. Et donc les gens mal gérés se font massacrer. Ce qui me paraît ça. Tout dépend de ce qu'on appelle par mal géré. C'est mal géré de leur point de vue. Quelqu'un, je vous donne un exemple. Mal géré, c'est assez simple. Il y a 2-3 ans, M. Chirac, quand il était président, avait décidé de créer une grande commission pour savoir quels étaient les investissements qu'il fallait faire dans le futur. BEFA. Et BEFA avait été nommé président de cette commission. Vous vous souvenez? Vous preniez le cours de Saint-Gobain, dont BEFA était le président, vous le divisiez par l'indice obligataire français, et vous vous rendiez compte que c'est depuis 20 ans, BEFA n'avait jamais fait son coût du capital. Jamais. Et c'est ce gars-là qu'on a mis en charge de l'investissement. Un gars qui était incapable de gérer pour remplacer, pour rapporter plus que les obligations d'État. Et bien ce gars-là, il aurait mis à la retraite tout de suite. Et Saint-Gobain était géré n'importe comment pendant 20 ans. Je suis désolé, si une entreprise industrielle n'est pas capable de faire le coût du capital, qu'est-ce qu'elle a? Comment justifie-t-elle son existence? Parce que la vraie rareté, c'est pas l'emploi, la vraie rareté, c'est rien d'autre que le capital. C'est là où il y a une contrainte très forte. C'est le capital. Avoir accès au capital, c'est un privilège incroyable. Et il faut donc en rendre plus que ce qu'on a reçu. Donc, encore une fois, si vous voulez, je trouve que mettre une pression forte sur les gars qui gèrent les entreprises pour qu'ils soient capables de gagner le coût du capital me paraît la condition sine qua non, c'est une croissance économique. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et quiconque vous dit le contraire amène son pays à la faillite et à la ruine. C'est insupportable de savoir qu'il faut mettre des gens à la porte, mais... De là, exiger des rendements à 14-15%, je ne comprends pas. C'est pas le coût du capital, 14%. Mais c'est pas comme si BFM les avait fait, il les a jamais fait. Il disait peut-être... Non, mais attendez, on va mettre... Dites-moi quelles sont les entreprises qui ont fait 14 ou 15% sur le long terme, quasiment aucune. Voilà. Quasiment aucune. Donc les gars qui demandaient ça, ils sont arrivés à rien du tout. Il y a beaucoup de personnes, donc on va essayer de faire des questions courtes. Thomas Jowodzki, Liberté République. J'ai une question peut-être plus qui rejoint la tienne, Alain. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas l'occasion de repenser une partie des marchés financiers qui doivent servir à mettre en regard l'investissement, enfin les besoins d'investissement et les capacités d'épargne? C'est à ça que servent les marchés financiers qui permettent une meilleure allocation. Aujourd'hui, des hedge funds ou d'autres personnes qui font des allers-retours très courts sur les marchés peuvent engranger des profits très importants, alors que des gens qui gèrent des pauses pendant 1, 2 ou 3 ans, qui est quand même généralement des délais dont les entreprises ont besoin pour investir, parce que l'entreprise ne peut pas avoir de l'argent pendant 15 jours, puis ne plus l'avoir, etc. Il n'y a pas réellement de favorisation du long terme, ou peut-être pas suffisamment. Est-ce qu'il y a moyen de gérer ça pour que uniquement le court terme serve à la liquidité des marchés, mais pas exclusivement comme aujourd'hui? Une remarque. Je vais faire 2 remarques. Et je vais commencer par... Si vous prenez l'indice des hedge funds depuis 2003, le plus bas du marché en mars 2003, les hedge funds ont sous-performé les indices obligataires, les indices des actions, le cash. Donc le mythe que les hedge funds gagnent de l'argent gros comme eux en faisant des allers-retours, c'est une gentille plaisanterie. Je veux dire, il y en a quelques-uns qui le font parce qu'ils sont très bons, mais les hedge funds comme classe d'actifs ont une performance désastreuse depuis 6 ou 7 ans. Et donc, ce qui va se passer en bon système capitaliste, c'est que les clients vont leur tirer le pognon. Et qu'ils les mettront avec des gars qui ont été capables de donner une bonne performance sur le long terme. Donc, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Le client du hedge fund se dit, mais qu'est-ce que je fous avec ce gars-là? Ça fait, moi j'ai mis de l'argent avec quelques hedge funds,
en particulier, si vous voulez, c'est monté pour la première année, il m'a pris 20% de mes profits, c'est monté la deuxième année, c'est monté la troisième année, c'est monté la quatrième année, la cinquième, il m'a perdu 50%. Je me retrouve au niveau de départ. Mais lui, il s'est fait plein de pognon en attendant, parce qu'il a gardé ses 20%. Bon, je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir deux. Donc s'imaginer que les hedge funds vont continuer à ramasser plein d'épargne, alors que leur performance a été lamentable, c'est quand même, c'est penser que les gens sont idiots, alors ils ne le sont pas, surtout quand il s'agit d'un pognon. Donc vous faites aucun souci pour les hedge funds. La deuxième, qui me paraît beaucoup plus inquiétante, c'est que vous semblez indiquer, ce qui moi me gêne beaucoup, qu'il y ait des activités morales, rester sur le long terme, favoriser la croissance, et des activités immorales. Faire du moral. Non, non, mais que c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, il y avait quelque chose où c'était efficace ou pas efficace. Et moi, chaque fois dans l'histoire que les gens commencent à dire qu'une activité économique de marché est socialement inutile ou socialement nuisible, ça se termine par les goulags qu'on massacre ou les juifs dans les camps de concentration. Si vous voulez. Ça me fait très très peur. Ce que je veux dire, c'est que... Ça me fait très peur. Je ne veux pas qu'on parle de morale dans l'économie. Chaque fois que vous parlez de morale dans l'économie, vous intervenez dans des processus et vous faites parler votre jugement de valeur sur des processus qui ne doivent dépendre que de la rentabilité du capital investi. Et ça, c'est comme ça que ça doit marcher. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous taxez derrière, en tant que pouvoir politique. Mais vous n'avez pas le droit de dire mon système moral est supérieur à celui... Non, il n'a pas dit que c'est... Il a parlé du temps de l'industrie qui est plus long que le temps des spéculateurs, par définition. Un industriel, pour assurer la rentabilité de son capital, il a une vision, par définition, qui est plus c'est à lui d'expliquer aux 2 ans, 3 investisseurs. ans, 5 ans. C'est à lui d'expliquer aux investisseurs. Ces dernières années, il faut reconnaître qu'un industriel, je vais prendre quelques exemples. Je vais prendre l'exemple de Thierry Breton chez Thomson, je peux prendre des exemples comme Monsieur Streff chez Peugeot, etc. Ils ont eu un mal de chien à expliquer aux investisseurs et aux analystes financiers. Pourquoi? Parce qu'il ne gagne pas d'argent. En fait, si vous regardez ce qu'a fait Streff et tout, il a perdu du fric. En fait, il a perdu du fric, il ne faut pas raconter d'histoire. Et donc, les investisseurs ont eu parfaitement raison de le virer. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'est pas capable de gagner de l'argent, pourquoi doit-il avoir de l'argent sur le long terme? La question, c'est... Court terme, moyen terme, long terme, si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne devriez pas avoir accès à l'argent. C'est un principe sacré. Parce que vous déclarez très optimiste à la fin, mais dans votre livre, vous dites optimiste sur le long terme, voire même le très long terme. On ne sait pas surtout sur les régions. Je suis très optimiste sur les régions qui sont bien gérées. Et très pessimiste sur les régions qui sont mal gérées. Le 9 novembre prochain, on va fêter la chute du mur pour 20 ans ou 20 ans. En France, on attend toujours cette chute du mur. On aimerait bien savoir un petit peu où se trouve l'horizon. Vous parliez de 2 mécanismes pour résoudre les problèmes qui s'opposent à nous, la dette. Le premier, c'est la croissance. Le deuxième, c'est réduire les dépenses publiques. La croissance, comme vous dites, dans les ânes menées par des lions, la France est le seul pays où 2 adultes consentants peuvent tout faire ensemble, sauf travailler l'un pour l'autre. Ça n'a pas changé. Et donc la création de valeur par le capital humain est totalement figée aujourd'hui, très difficile. On peut y arriver, c'est très difficile. Et la deuxième, c'est la baisse des dépenses publiques, qui pour l'instant, on est dans l'accélération de la dépense publique, avec une accélération des dépenses mécaniques comme les retraites et la sécu, et une accélération volontaire par des plans de relance successifs sous des noms déguisés. Alors, comment est-ce que vous percevez, Jean-François Copé, les gens sont quand même intelligents dans les partis politiques, comment vous expliquez cet aveuglement total et ce côté, le mur est proche, on fonce? Nous, on se rend compte au Parti libéral-démocrate que dans différentes régions, les gens sont très sensibilisés à ces questions-là. Personne dans les partis répond à ça. Il y a une sorte de schizophrénie où en off, les politiques admettent, et nous c'est notre thème de campagne, que le pays a besoin de réformes et pour libérer la croissance et pour résoudre le problème de la dépense publique, mais que le peuple attend ces mesures-là. Mais il n'y a pas d'homme politique aujourd'hui qui officiellement, qui publiquement prend ces positions-là. Écoutez, je vais essayer de répondre de la façon la plus simple possible. Il y a Rogoff, qui est un excellent économiste, qui était l'économiste de la World Bank, qui maintenant est à Harvard, il enseigne de l'économie, qui vient de publier un livre aux États-Unis dont on recommande à tout le monde la lecture, qui est sur les faillites des États depuis 500 ans. Donc il a été chercher des grandes faillites d'État sur les 500 dernières années. Et il vous montre très bien que les faillites d'État arrivent dans ce qu'on appelle en anglais des clusters. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faillite d'État pendant 80 ans, ou 100 ans, et puis d'un seul coup, il y a plein de faillites d'État. Et puis ensuite, il n'y a plus de faillite pendant 80 ou 100 ans, et puis il y a plein de faillites à nouveau. Donc vous avez une espèce de groupement de faillites qui se produisent comme ça, que vous voyez très bien sur les graphiques. Il me semble tout à fait évident
que compte tenu de l'absence de courage politique de l'État, une des sorties de crise tout à fait évidente, c'est la faillite de l'État. Je ne vois pas comment, si vous pouvez, maintenant, quand je discute avec Alain Madelin, ce qui m'arrive fréquemment, il me dit, ton problème, c'est que tu aimes la France, mais tu n'aimes pas l'État français. Et que pour la 99,9% de la population, la France et l'État français, c'est la même chose. Et donc, il me dit, ce que je dis rigolant, c'est comment voulez-vous que quelqu'un m'écoute en France? Je suis libéral, je suis financier, je vis dans un paradis fiscal, et j'écris des bouquins sur Jésus. Donc, la probabilité que quiconque m'écoute est exactement égale à 0. Dans ce pays, si vous voulez, vous n'avez plus de chance. Donc, Vox clamant in deserti, bon, la France va à la faillite, prenez les dispositions conséquentes pour vous protéger. Concrètement, la faillite. Mais c'est pas grave. Un monde d'opportunités. Un monde d'opportunités. Concrètement, la faillite va se traduire. Comment est-ce qu'on joue la faillite? Boris, Comment est-ce qu'on joue? D'abord, Les obligations. oui, comment ça se joue? Attendez, j'enlève mon pied. C'est un piège. Ça, c'est le bail. Oui. Donc, question simple, la faillite, c'est abstrait, mais concrètement, lorsque ça va nous tomber dessus, ça va se traduire par quoi? Mais d'abord, attendez, je vais répondre à ça parce qu'il y a quelque chose qui me stupéfie. Vous me dites que dans les populations, tout le monde est au courant de ça et tout et tout. Très bien. Je veux bien le croire. La réalité, c'est qu'on a bâti un système fiscal en France pour permettre aux gens d'épargner pour leur retraite, parce que tout le monde sait que leur retraite ne sera pas payée pour des raisons démographiques. La retraite par répartition, c'est fini. Tout le monde sait que l'État français va en faillite. Qu'est-ce que font tous les Français avec leur fric? Ils achètent des assurances vie dans lesquelles ils achètent des obligations d'État français. La première des choses qu'ils devraient faire, c'est cesser d'acheter des obligations d'État français. Quand j'étais en Suède en 92, quand l'État suédois était en train de faire faillite, la principale compagnie d'assurance suédoise a fait passer des placards dans tous les journaux en disant tant que l'État ne se sera pas réformé, nous n'achèterons plus une seule obligation d'État. Donc vous avez besoin non seulement de courage politique, mais il faut que les financiers, les industriels décident je ne finance plus. Pardon. Oui, moi je voudrais vous poser deux questions, si vous permettez. La première, c'est pour revenir un peu sur votre propos introductif. Je vous demandais, si j'ai bien compris, c'est peut-être un peu inattentif, est-ce que vous proposez de revenir au Glass-Steagall? Oui. Ça, c'est la première question. Et si c'est le cas, je ne suis pas complètement d'accord avec vous là-dessus, mais ça, c'est un autre débat. Et la deuxième chose, sur la question de la dette publique, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je pense que le phénomène fondamental de cette crise, c'est qu'on a nationalisé la dette. Elle était privée, elle est devenue publique. Donc, le problème est encore aggravé. Mais la faillite, je ne crois pas qu'un État tel que la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, la République fédérale d'Allemagne viendront en faillite. Ce qu'on verra simplement, c'est qu'on sera dans une situation où la charge de la dette représentera le poste largement le plus important sur le plan budgétaire, et que ça se traduira corrélativement par une augmentation des taux d'intérêt et des spreads de crédit qui seront payés par ces pays, et donc la charge de la dette sera reportée sur les générations futures. Il n'y aura pas de défaut proprement dit, il y aura simplement une dette qui deviendra une partie le plus importante. On va dépasser 100% du produit national brut, on passera à 110, 115, 120%. Et tout le monde s'en accommodera. On reportera sur les générations futures, je veux dire sur les gens qui sont dans cette salle, et pas sur vous et sur moi, la charge de cette dette. Le Japon est à 200%. Voilà. Le Japon est à 200%, mais la réalité, c'est que le peuple japonais est très discipliné et que toute la dette japonaise est détenue par des citoyens japonais. 50% de la dette italienne est détenue par des non-italiens, en particulier les fonds de pension allemands, etc. Donc la situation pour l'Italie est très simple. La façon dont on va sortir de cette crise, ce n'est pas la première fois qu'il y a des crises financières. Une faillite de l'État, ça peut se présenter de beaucoup de façons différentes. Certains d'entre vous se souviennent pas qu'en 1793, si les souvenirs sont exacts, l'État français avait fait la réduction des 2/3. C'est-à-dire que vous aviez une dette étatique, et puis vous vous êtes réveillé un matin, on vous dit, vous saviez quoi? Vous aviez 100 dettes, et maintenant vous en avez 33. Toutes mes félicitations. Deuxième façon, dans les années 30, la Belgique, la Grande-Bretagne, on dit à leurs détenteurs d'obligations, vous avez eu la bonne idée d'acheter des obligations 5% à 10 ans, ça devient les 2% perpétuels.
Et si vous n'êtes pas d'accord, taflac, c'est votre problème. Nous, on est l'État et on change les termes du contrat de façon unilatérale parce qu'il y a une force majeure et donc vous faites baisser la dette. C'est vers ça qu'on se dirige. Donc la seule chose que personne ne peut avoir, c'est la dette de l'État. Donc il ne faut pas souscrire au grand emprunt. Mais bien sûr que non. Pardon, il fallait le dire quand même. Ça va quand même quelque chose. Il fallait quand même qu'on le dise. Monsieur Gall, à l'heure actuelle, qui est le créancier, le premier créancier en termes de dette publique vis-à-vis des USA? Qui détient le plus d'obligations d'État américaines dans le monde? Probablement aujourd'hui la Réserve fédérale. Vous voulez faire dire la Chine, mais en fait c'est la Réserve fédérale. Et c'est la grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que l'Europe a montré un système d'une imbécilité foudroyante où vous émettez de la dette dans une monnaie que vous ne créez pas. Si vous voulez, les États-Unis, ils ne seront jamais en faillite parce que la Banque centrale peut toujours acheter la dette, la monétiser. Nous, l'État français, on a créé une dette qui est dans une monnaie que nous ne contrôlons pas. Il faut quand même être une imbécilité rare. Mais vous venez de donner un argument. Non, il ne peut pas y avoir d'inflation. Il ne peut pas y avoir d'inflation. Vous venez de donner un argument à monsieur, puisqu'aussi bien ils ont pratiqué une espèce de recyclage qui revient de toute façon et mécaniquement, effectivement, à refiler la dette aux générations futures. Qui? Les États-Unis. Ah oui, mais au moins ils ont. Oui, non, mais les États-Unis, on ne parle pas des États-Unis. Si vous Non, voulez mais faire c'est dire ce que je voulais vous qu'aujourd'hui. faire dire. Si vous voulez faire dire que les États-Unis d'Obama sont aussi mal gérés que la France aujourd'hui. Sauf qu'ils ont une solution qui leur permet de s'en tirer. Je suis d'accord. Sauf qu'ils empruntent dans leur propre monnaie au moins. Au moins ils empruntent dans leur propre monnaie. C'est une connerie qu'ils n'ont jamais faite, ça c'est vrai. Ils empruntent dans leur propre monnaie, ce qui change tout. Voilà. Le Zimbabwe n'a jamais fait faillite. C'est pas forcément rassurant. Non, mais ils n'ont pas fait faillite. Bonsoir Monsieur Gall, Jean Robin, journaliste et éditeur. J'aimerais avoir votre sentiment sur la vision de François Asselineau, qui est inspecteur des finances, sur la dette. Ça part mal. Ça part mal. Qui plaidante faillite financière, ça devrait être l'inspecteur des finances. Mais continuez. Est-ce que je peux poser ma question? Donc je vais briser un peu le consensus qu'il y a sur la notion de dette de la France, puisque la vision de François Asselineau, c'est que non seulement la France n'est pas endettée, mais c'est qu'elle est excédentaire, en prenant en compte la totalité de ses actifs matériels et immatériels. Et lui dit, finalement, l'État français matraque. La propagande de l'État français, c'est qu'il y a une dette, c'est qu'elle est abyssale, et c'est que nous en sommes responsables. Donc, je ne vous citerai pas les caisses sont vides, Nicolas Sarkozy, la commission Pébro. Pébro, bon, c'est pas le libéralisme le plus échevelé. Et donc, ma question, elle est simple. Finalement, pour justifier les critères de Maastricht, pour justifier la BCE, pour justifier les impôts, pour justifier l'emprise de l'État,